Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance qui sera consacrée aux différents types et formes de la communication. Au quotidien, on se trouve dans plusieurs situations de communication, que ce soit seul, en famille, en groupe, en interaction directe ou indirecte avec les autres. On se trouve également dans le contexte organisationnel, face aux responsables hiérarchiques, en concertation étroite avec nos collaborateurs. De plus, on travaille dans le cadre d'un organigramme bien précis, fixant les attributions des différentes instances et services avec nos subordonnés, avec nos subalternes. En outre, on est souvent amené à côtoyer les décideurs et agir et interagir avec des partenaires locaux et étrangers. Donc l'objectif de cette présentation, effectivement, c'est d'identifier et de définir les différents types de communication dans les contextes interpersonnels et professionnels. J'ai posé cette question à maintes reprises à mes étudiants et dans le cadre d'un certain nombre de rencontres de formation. Qu'est-ce que ça signifie, ce signe ? Voilà, parmi les réponses qui ont été accordées à cette question, ça c'est un 13. 1, 3. Il y a ceux qui ont lu facilement aussi un B. Il y a ceux qui ont identifié ici le I3, le L3. Donc, c'est un signe ici qui est polysémique, c'est-à-dire il admet plusieurs possibilités de lecture. Et puisqu'il s'agit d'un mot polysémique, il faut un contexte pour définir le sens exact. Donc, si vous lisez maintenant au niveau horizontal, c'est un B, puisque l'information est intercalée entre A et C. C'est un contexte. Si vous lisez au niveau vertical, l'information ici, elle est située entre 12 et 14, donc c'est un 13. Donc voilà donc ce que nous allons comprendre et retenir à partir de ce brise-glace, c'est qu'une même information est peut-être perçue et comprise de différentes manières selon la position de chaque lecteur, selon, si vous voulez, l'angle d'attaque de chaque lecteur. Et puis, pour assimiler une information polysémique qui admet plusieurs portées significatives, il faut la contextualiser. Le contexte alors, ou le référent, c'est l'élément fondamental qui détermine le sens d'une information à transmettre. Alors passons maintenant au type de communication. Ici, il y a ce qu'on appelle la communication personnelle. Avant de parler de la communication interpersonnelle, il y a la communication interpersonnelle. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Alors, comme vous allez le remarquer ici, chacun de nous a son milieu naturel. Chacun de nous a son moi intérieur. Alors, notre moi intérieur subit des impressions et par le biais des 5 sens qui permettent l'accès au monde, voilà, à notre ego, à notre moi intérieur, et puis que le pousse effectivement à s'exprimer. La communication personnelle, donc, c'est cette correspondance entre l'impression et l'expression via les 5 sens. Il y a aussi
ce qu'on appelle la communication unilatérale, comme le préfixe ici uni l'exprime, donc qui signifie un. C'est une communication qui passe d'un émetteur vers un récepteur sans possibilité de réciprocité, c'est-à-dire sans possibilité de rétro-information, sans possibilité de, si vous voulez, d'effet de retour, ou bien ce qu'on appelle aussi de la nourriture, voilà, de retour. C'est le cas, par exemple, d'un professeur durant un cours magistral, donc où l'information va uniquement dans un seul sens. C'est le cas également lorsqu'on est devant un poste de télévision ou lorsqu'on est face à une banderole ou à une affiche qui délivre un message, mais sans possibilité, voilà, de réciprocité, sans possibilité d'échange. Le contraire exactement ici, dans la communication bilatérale, le préfixe bi signifie deux. Ça veut dire que la communication ici va dans les deux sens. L'émetteur qui s'adresse au récepteur et puis le récepteur qui s'adresse va donc à l'émetteur. Donc il y a ici un retour d'information, par exemple dans une simple conversation courante. Et il y a aussi ce qu'on appelle la communication de masse. On l'appelle la communication multilatérale ou la communication multipolaire. C'est le cas ici d'un émetteur qui s'adresse à plusieurs récepteurs. Récepteurs 1, 2, 3, 4, 5 et plus. Et aussi, dans ce schéma inversé, c'est le cas de plusieurs émetteurs qui s'adressent à un seul récepteur. Par exemple, ici, c'est Monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques qui s'adresse à tous les étudiants de la faculté des sciences et techniques en vue de présenter un dossier, par exemple, de candidature. Lorsque les étudiants vont répondre, donc ce sont plusieurs étudiants qui vont s'adresser à Monsieur le doyen. Donc ce qu'on appelle la communication de masse, la communication multipolaire ou la communication multilatérale. Donc la communication interpersonnelle, comme l'indique déjà le préfixe inter, c'est-à-dire entre deux personnes. La communication du groupe lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui discutent, par exemple le cas d'une réunion. Il y a aussi, donc, comme je l'ai déjà expliqué, la communication de masse, c'est-à-dire c'est la communication qui s'effectue entre les différents éléments d'un groupe où il y a beaucoup d'intervenants. Il y a aussi ce qu'on appelle la communication organisationnelle. Il désigne un ensemble d'outils, de pratiques et de concepts développés et mobilisés par les acteurs produisant, diffusant, utilisant des informations dans des contextes organisationnels. Et donc, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public, au sein des organismes, c'est un véritable outil de gestion qui permet la transmission de l'information à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et en parlant de la communication organisationnelle, on peut distinguer de la communication interne qui met en relation deux personnes qui appartiennent à une même entreprise, à un même organisme. Et dans ce cas-là, on peut distinguer différents types, si vous voulez, différentes formes de communication, que ce soit ici la communication latérale, on l'appelle aussi communication transversale, ou communication également horizontale, donc qui marque l'égalité entre l'émetteur et le récepteur. La systémique l'appelle aussi la communication symétrique d'égal à égal. Il y a ici la communication ascendante du bas vers le haut. Et puis, il y a ici la communication descendante, la communication, on l'appelle aussi la communication salariale.
c'est du haut vers le bas. La systémique distingue entre deux types ici de communication, soit la communication asymétrique d'égal à égal, comme je viens de l'expliquer, soit la communication complémentaire, soit du bas vers le haut, ou bien le haut vers le bas. La communication interne, et l'objectif de la communication interne, effectivement, c'est de faciliter l'échange des informations au niveau interne, en utilisant la note d'information, les procès-verbaux, voilà, des réunions. Il sert également à organiser, à maintenir de l'ordre par le biais des notes d'instruction, les notes, si vous voulez, les circulaires. La communication interne permet, en outre, de motiver et faire fédérer l'effort commun, voilà, en utilisant des rapports d'études, des rapports d'activité. Face à la communication interne, il y a ce qu'on appelle aussi la communication externe, qui s'établit entre plusieurs personnes dans le cadre de l'entreprise avec ses partenaires à l'extérieur, comme vous allez le remarquer ici dans ces images. Alors l'objectif, effectivement, de cette communication, c'est de communiquer son identité visuelle et entretenir son image de marque, informer la cible ou les cibles, et puis aussi promouvoir son ou ses produits, parce que l'objectif est commercial. Et parmi les objectifs aussi de la communication externe, comme je l'ai déjà exprimé, c'est la valorisation de l'image de marque. Les outils utilisés par la communication externe, généralement la publicité, la radio, la télévision, l'Internet, les stratégies publicitaires, les sponsorings pour une visée matérielle, le mécénat pour une visée immatérielle, et puis le patronage pour, si vous voulez, la notoriété, voilà, de l'organisme. Ce schéma montre clairement, voilà, un schéma de convergence de communication. Et donc, il représente ici un graphe de différentes liaisons de communication entre les agences, voilà, d'une même entreprise, d'un même organisme, ou bien entre les différents services, les différentes divisions, les différentes directions, voilà, d'un même organisme. En parlant toujours de la communication, des types de communication, on peut distinguer entre la communication synchrone et la communication asynchrone. Synchrone, c'est-à-dire c'est l'échange direct, et donc lorsque je parle d'échange direct, je parle du feedback immédiat, donc qui est instantané en présence, voilà, de l'émetteur. Et donc, on peut effectivement utiliser dans la communication asynchrone, que ce soit des chats, que ce soit la visioconférence, que ce soit le téléphone. La communication asynchrone, c'est la communication qui se fait via la messagerie électronique, les services postaux, et puis l'apprentissage à distance. C'est le cas ici. Donc ce n'est pas une formation en présentiel, en présence des étudiants, mais c'est une formation à distance. Et donc là, vous allez remarquer qu'il y a un décalage entre le moment de l'émission, voilà, et celui de la réception. Donc on parle de communication asynchrone. Alors pour conclure, il y a d'autres types de communication, à savoir la communication animale. Donc les animaux aussi communiquent. Par exemple, le loup qui communique via les mimiques faciales avec sa progéniture. Regardez comment le lion
essaie de limiter son terrain via l'odeur. Par exemple, aussi un chien qui essaie de parsemer son territoire en utilisant l'urine. Il y a aussi la communication entre des insectes. Regardons comment les abeilles communiquent, comment les fourmis communiquent. Pour les abeilles, par exemple, voilà, on ne peut pas accepter une abeille qui reste plus de 24 heures à l'extérieur de sa ruche parce qu'elle risque de perdre son odeur et par conséquent de perdre son identité. Il sera rejeté par les gardiennes au niveau de la ruche. Il y a des insectes mâles qui invitent des insectes femelles à l'accouplement en dégageant une odeur pendant la nuit. Il y a la communication aussi, la communication technique, instrumentale. Donc, c'est par le biais des installations. La communication intéresse nombreuses disciplines scientifiques ou autres. En linguistique, la communication est avant tout langagière. Selon les linguistes, tout acte de communication suppose au moins la présence de deux instances verbales. Nous allons le voir dans la présentation suivante. En neurophysiologie, la communication est sensorielle. Je vous ai parlé tout à l'heure de la communication qui se fait, donc la communication personnelle qui se fait par le biais des 5 sens. C'est-à-dire, je parle des canaux sensoriels. Le gustatif, l'olfactif, l'auditif, le visuel et puis aussi le tactile. En biologie, la communication est génétique et grâce à la transmission des gènes, là je fais allusion donc à une femme enceinte, qui communique avec son fœtus grâce à la transmission des gènes. Pour terminer, ça c'est une image qui illustre effectivement une mauvaise communication, puisque pour communiquer efficacement, il faut répondre à ces questions telles qu'elles sont posées par Lasswell, qui s'adresse à qui, de quoi, comment, pour qui les fait, aussi où, c'est-à-dire pour répondre à l'espace convenable, favorisant la réalisation de l'objectif de la communication. Ici, le lieu qui a été choisi n'est pas du tout favorable. Donc, merci de votre attention et je reste à votre entière disposition s'il y a des commentaires, s'il y a des remarques. Voilà, vous allez me trouver à votre disposition. La prochaine présentation sera toujours autour des types et formes de la communication, voilà telles qu'elles sont définies par Paul Giroux. Alors, si vous avez remarqué que cette présentation mérite d'être saluée, j'aime et je m'abonne. Merci.